Automne 2020. La Pologne est divisée après un nouveau durcissement de la loi sur l'avortement. On n'oblige pas les femmes à avorter, donc on ne devrait pas leur interdire non plus. Ça devrait être un choix. Pour l'Église catholique, seul Dieu a droit de vie ou de mort. La vie commence au moment où les cellules s'assemblent. Pour une partie de la population, l'IVG est un péché. Ce n'est pas parce qu'on soupçonne une maladie incurable chez le bébé qu'on doit le tuer. Il devient même compliqué d'obtenir de l'aide lorsque la grossesse met la vie de la mère en danger. Le diagnostic était sans appel. Il fallait interrompre la grossesse. Mais en Pologne, c'est impossible. Ce pays est un enfer pour les femmes. Inga habite dans la banlieue de Varsovie. Elle est à la tête d'une agence de communication prospère. Elle et son conjoint Konrad vivent ensemble depuis quelques années. Ils désirent à présent fonder une famille. Mais à 45 ans, ses chances de concevoir un enfant s'amenuisent. J'ai appris vers la mi-octobre que j'étais dans ma 8e semaine de grossesse. Une bonne nouvelle qui s'est transformée en cauchemar. Les 2 premières semaines, on était au comble du bonheur. On a même commencé les préparatifs. J'avais tellement hâte de voir son cœur battre à la première échographie. Mais au lieu d'un bébé avec des jambes et des orteils, comme on s'y attendait, on a découvert une forme indistincte, avec une sorte de gros œil et quelque part au milieu, un cœur qui battait. Le fœtus n'était pas viable. De toute évidence, une interruption médicale de grossesse s'imposait. Pourtant, il fallait d'abord qu'elle soit approuvée. La procédure en Pologne exige de faire un test génétique, mais on est obligé de respecter un certain délai. Le diagnostic prénatal doit établir avec certitude que l'IVG est nécessaire pour qu'on puisse y procéder après la 14e semaine de grossesse. Pour Inga, cela signifiait perdre un temps qu'elle n'avait pas. Plus les jours passaient, plus sa vie était en danger. Malheureusement, on a fait l'expérience d'un système cruel envers les gens dans notre situation. On a essayé d'obtenir un avortement par voie légale et à chaque fois, ça a été un échec. On s'est heurté à un mur. On a appelé tous les hôpitaux de Varsovie. Il n'y avait plus aucun créneau disponible en 2020. C'est terriblement pesant de devoir continuer à porter un fœtus qui de toute façon ne survivra pas. Le diagnostic était sans appel. Il fallait interrompre la grossesse. On ne peut pas continuer comme ça. C'est un enfer pour les Polonaises. Depuis 1993, l'accès à l'IVG est extrêmement restreint en Pologne. L'avortement y est pratiquement interdit. Seules 3 exceptions étaient prévues jusqu'à tout récemment. En cas de danger pour la vie de la mère, de viol ou d'inceste, ou de malformation grave du fœtus. Malgré cela, le parti ultra-conservateur au pouvoir et l'Église catholique font pression depuis des années pour réduire la portée de la loi. Le parti Droit et Justice a chargé le tribunal constitutionnel de statuer quant à la constitutionnalité de l'avortement de fœtus mal formé. La décision est retransmise à la télévision en octobre 2020. Le tribunal a déclaré que cette exception était dès lors anticonstitutionnelle.
Selon la Cour, la loi en vigueur jusqu'alors était incompatible avec la protection du droit à la vie. Cet arrêt est catastrophique pour bon nombre de Polonais. Maintenant que je l'ai entendu, ça me paraît encore plus absurde. Je ne comprends pas. Il suffit d'un peu de bon sens pour voir que ça n'a aucun sens. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse forcer une femme à mener une grossesse à terme alors que ça pourrait mettre sa vie en danger. Comment peuvent-ils interdire l'avortement? C'est aberrant. À leur fenêtre, le couple affiche publiquement sa position. L'éclair rouge est le symbole de la colère des femmes en Pologne. Il sert de logo au mouvement féministe appelé la Grève des femmes. Principal groupe d'opposition du pays, il pousse de nombreux hommes et femmes à manifester. Je soutiens les Polonaises, les jeunes, les vieilles, toutes les femmes. Je sais ce que c'est que d'être confronté à ce genre de décision. On pense à sa propre vie, à son bébé et à sa famille. Mais je veux que mes enfants et mes petits-enfants aient le choix. Je suis lycéenne et je manifeste pour pouvoir continuer à vivre dans le pays où je suis née. La direction que prend le gouvernement ne me plaît pas. On n'oblige pas les femmes à avorter, donc on ne devrait pas le leur interdire non plus. Ça devrait être un choix. Des milliers de femmes sont descendues dans la rue pour revendiquer leur droit à disposer de leur corps. Elles demandent la libéralisation de l'avortement. Au lieu de protéger la santé de ses citoyens et de s'occuper de la pandémie, notre gouvernement a préféré interdire l'avortement, bon sang. Marta Lempart se fait la porte-parole de ce mouvement. Son combat va bien au-delà de la loi sur l'avortement. On a déjà remporté plusieurs batailles. Ils ne peuvent plus stopper notre marche vers la liberté. On peut faire tomber le gouvernement. On peut le pousser à la démission. Environ 100 000 Polonais venus des 4 coins du pays ont manifesté à Varsovie fin octobre 2020. Le mois suivant, le parti Droit et Justice avait chuté de 10 points dans les sondages. En cas d'un éventuel nouveau scrutin, il n'aurait d'autre choix que de former une coalition pour rester au pouvoir. L'arrêt du tribunal constitutionnel est finalement entré en vigueur le 27 janvier 2021, suite à sa publication au journal officiel par le gouvernement. De nombreux médecins et hôpitaux avaient immédiatement arrêté de pratiquer des IVG après le verdict de la Cour, sans même attendre cette publication, de peur d'être jugés coupables a posteriori. Ils subissaient également une pression énorme de la part des mouvements et des citoyens opposés à l'avortement. Havel a 5 enfants. Sa femme, Eva, est enceinte du 6e. Ils vivent actuellement à Łódź. On est arrivé, tout le monde descend. Cet expert en informatique de 40 ans est profondément croyant et très engagé dans la lutte anti-avortement. Il fait tout pour que les valeurs religieuses s'ancrent davantage dans la société polonaise, y compris l'interdiction absolue de l'IVG. Ma femme et moi sommes catholiques. Nous élevons nos enfants dans la foi chrétienne. Venez là, ne restez pas sur la route. On nous impose une idéologie qui restreint ma liberté de religion et les croyances que je veux transmettre à mes enfants. Les pays occidentaux se transforment en États totalitaires, qui prennent les décisions à notre place. Ils font croire aux femmes qu'elles ont le choix, mais en fait, ce n'est pas la liberté qu'ils leur accordent, c'est le permis de tuer. Dans ce pays très catholique, beaucoup partagent l'avis de Paweł. La question de la vie est entièrement entre les mains de Dieu.
Le rôle d'un médecin est de soigner, pas de tuer. Quand un malade ne peut plus être sauvé, le médecin l'accompagne et soulage ses symptômes. Il n'a pas le droit de lui enlever la vie. Ce n'est pas une solution. Le meurtre n'est pas la réponse. Je pense que l'avortement est une forme de génocide. Cette folie a envahi le monde entier. J'espère voir le jour où les gens ouvriront les yeux et se demanderont comment ils ont pu permettre qu'on en arrive à exterminer tous ces enfants sans défense. Pour l'Église catholique, chaque vie est sacrée, même celles qui ne sont pas désirées. Grâce au soutien des mouvements anti-IVG, des boîtes à bébés sont installées en Pologne et dans d'autres pays pour secourir les enfants abandonnés. Je pense que la vie commence au moment où les cellules s'assemblent. Je ne vois pas pourquoi elle débuterait au bout de 2 semaines ou plus. Personne n'a le pouvoir de décider qui peut vivre et qui doit mourir. La vie est un droit sacré dès l'instant où on est conçu. L'Église catholique propose une alternative à l'avortement avec ce que l'on appelle des fenêtres à bébés ou des tours d'abandon. Mais cette option ne s'appliquait pas au cas d'Inga, qui n'aurait jamais donné naissance à un enfant en bonne santé. Dans les cas de malformation grave, l'Église n'offre aucune solution. Sœur Edita fait partie de l'ordre de Sainte-Ursule. Elle effectue un exercice pour se préparer à récupérer un nouveau-né abandonné. En Pologne, les premières fenêtres à bébés ont été construites en 2006. Il y en a plus de 60 maintenant. Sœur Laura, appelez la police. La nôtre est en service depuis 2014. Un seul bébé y a été déposé depuis, donc c'est très rare. Les IVG thérapeutiques représentent 97% des avortements en Pologne. Pour ces femmes, abandonner leur enfant n'est pas une possibilité. Voilà comment ça se passe si un nouveau-né est déposé ici. Les fenêtres à bébés sont un message. Elles montrent qu'il existe une alternative, qu'il n'est pas nécessaire d'ôter la vie à un enfant, même si c'est la première solution qui nous vient à l'esprit. Voilà à quoi sert cette boîte. Elle est tout le temps là, prête à accueillir tout être qui viendrait à nous. Malgré les bonnes intentions de l'Église catholique, ces fenêtres semblent inefficaces. Elles ne sont finalement qu'un argument des mouvements anti-IVG pour faire interdire l'avortement. Désespérée, Inga s'est tournée vers des solutions à l'étranger. Une amie m'a parlé de Ciocia Basia, une organisation qui aide les femmes à obtenir un avortement. Je les ai appelées et j'ai été agréablement surprise d'entendre une voix toute douce à l'autre bout du fil. Elle m'a dit que dans mon cas, l'IVG était une évidence. L'ONG basée à Berlin a accompagné Inga durant tout le processus. L'avortement a eu lieu dans une structure médicalisée en toute sécurité. Le pire est maintenant derrière elle. Aujourd'hui, je dois me rendre à un rendez-vous de suivi médical. Ça fait 2 semaines que l'intervention a eu lieu et ils vont vérifier que tout va bien. Je suis stressée parce que je me sens mal aujourd'hui et que les souvenirs reviennent. Ça va être très dur.
Sur sa route, Inga passe devant l'un des nombreux monuments érigés par le gouvernement polonais dans tout le pays, pour promouvoir le patriotisme et la foi catholique. Dieu, honneur, patrie. Ces slogans ne reflètent pas du tout ma réalité. Dieu et la patrie sont censés nous protéger. Dans mon cas, ils m'ont poussé dans les ténèbres. J'ai fait une partie de ma scolarité dans un lycée privé catholique. En 1 an et demi, ils arrivent à vous retourner le cerveau. Comme 90% des Polonais, Inga a été baptisée selon le rite catholique. L'Église a une grande influence sur la vie privée dans ce pays. Ici, c'est une école rattachée à une église. À mon époque, le pire, c'était les sœurs. Elles nous interdisaient de penser et de vivre normalement. On devait suivre toutes leurs consignes. Avec le recul, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de harcèlement sexuel. Elle disait qu'on devait s'excuser, les embrasser sur la bouche et faire plein d'autres choses idiotes. On ne comprenait pas que c'était bizarre. On n'en était pas conscient. Inga s'est détournée de la religion catholique et s'oppose fermement à l'éducation des enfants dans un cadre religieux. Vous n'imaginez pas ce que ces pauvres enfants subissent dès le premier jour. Je ne comprends pas les parents. Et j'ai de la peine pour ces mômes qui finissent détruits. Par miracle, elle a pu obtenir un rendez-vous de suivi rapidement. Elle est reçue par la gynécologue Anna Parzinska. Inga souffre autant physiquement que psychologiquement. Quand il y a des complications en cours de grossesse ou que le fœtus est atteint d'une malformation grave, une interruption médicale de grossesse devient nécessaire. Ça permet d'éviter trop de souffrance ou une dépression et ça accélère la guérison. Avant la publication de l'arrêt au journal officiel, la gynécologue s'occupait encore de mères portant des fœtus gravement malades à Varsovie. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'étais enceinte de 12 semaines quand j'ai passé un examen qui a révélé de graves malformations du fœtus. J'ai ensuite vu un médecin à Berlin. Quand elle a vu l'échographie, elle était révoltée. Elle a pesté contre le gouvernement polonais. Elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas eu droit à un avortement. Comment s'est passé votre séjour dans la clinique à Berlin? Il n'y a pas eu d'imprévu? L'accueil était excellent et je me suis sentie bien après l'intervention. C'était surprenant, je n'avais aucune douleur, même une fois que les effets de l'anesthésie s'étaient dissipés. Une infirmière est venue m'apporter du thé, a ouvert la fenêtre et m'a pris la main. Elle était là pour moi, elle s'est occupée de moi. On m'a ensuite donné des analgésiques pour le retour en Pologne. Tout a l'air en ordre, Inga. Vous pouvez vous rhabiller. L'utérus s'est auto-purifié. Je ne vois pas de raison de procéder à une intervention supplémentaire. Ce serait bien si on pouvait fixer notre prochain rendez-vous dans 4 semaines pour vérifier que ça continue comme ça. Est-ce qu'il est possible d'aider d'autres femmes? Pas seulement à Varsovie, mais dans tout le pays? Ça a toujours été compliqué de se faire avorter en Pologne. Maintenant, c'est pire. Mais il existe des endroits où on peut obtenir de l'aide. De notre côté, on prend toujours en charge des femmes de tout le pays et on pratique les interventions qui sont encore légales.
C'est laborieux, mais c'est possible. Je sais que c'est parfois plus simple d'aller à l'étranger, mais ça vaut le coup de se battre pour que d'autres Polonaises puissent se sentir en sécurité dans leur propre pays. Les questions d'ordre politique et idéologique nous rendent la tâche difficile. La décision du tribunal constitutionnel est fondée sur un principe idéologique et religieux, celui du droit à la vie de l'enfant conçu. Mais l'état actuel de la recherche médicale tend à remettre ce concept en question. En novembre, 2 semaines après l'avortement d'Inga, une nouvelle manifestation massive est organisée à Varsovie. On n'a pas de pancarte. Si, on en a une. Elle est petite, mais bon. Le principal, c'est de ne pas y aller les mains vides. Inga ne s'était jamais engagée politiquement avant son IVG. Mais aujourd'hui, elle veut absolument être présente et affirmer sa position. Tu viens ? Marta Lempart est à l'origine de ce nouveau rassemblement qui se déroule, cette fois-ci, sous forte présence policière. Ces messieurs ont pris leur décision en toute illégalité. En plus de ça, ils ont pris exemple sur Viktor Orban et ils ont envoyé des hommes armés pour nous tabasser. Inga est encore affaiblie par son intervention, mais elle est déterminée à proclamer sa solidarité. Il faut bien se dire que ces hommes sont des malfrats. Il y a des gens qui sont prêts à descendre dans la rue et à faire tomber le gouvernement et le patriarcat par la même occasion. L'État est contre nous. L'État est contre les minorités. Inga ne se sent pas bien. Elle veut quitter la manifestation le plus vite possible. Peu de temps après son départ, la police fera usage de la force contre les manifestants. Par la suite, un blogueur polonais postera en ligne des photos et des vidéos de l'incident. Vous devez obéir aux ordres des agents de police. Bien sûr, il fallait se disperser. Sauf qu'il y avait un cordon de police tout autour. C'était impossible de partir. Ça fait vraiment peur. C'était des mesures totalement démesurées dans cette situation. C'est super dur émotionnellement. Regarde, Marta Lempart s'est fait attaquer au gaz lacrymo. Oui, on dirait bien. Notre gouvernement a condamné Loukachenko pour sa gestion des manifs, et pourtant, il utilise exactement les mêmes méthodes que lui aujourd'hui. Tu te souviens quand on est passé près de l'église? Il y avait déjà des agents en rang et des nationalistes, je crois. La garde nationale. La résistance à l'interdiction de l'IVG s'intensifie. Pour la première fois, des manifestants protestent dans des églises. Ces actions font réagir le gouvernement, qui demande à des civils bénévoles de venir en aide aux policiers et aux militaires pour protéger les lieux de culte. Plusieurs féministes sont allées manifester dans des églises. La nouvelle génération n'a aucun attachement sentimental pour la religion. Ils ne sont pas catholiques. Ils en ont marre que l'Église s'immisce dans leur vie privée. Ils ont le droit de choisir. L'État devrait être laïque. De plus en plus de jeunes partagent l'avis de Konrad. Même le clergé est divisé. Certains prêtres condamnent les violences des policiers, car ils craignent que, par leur faute, la jeune génération se désintéresse de la religion. « 120 prêtres ont signé une pétition. » Pour ne pas être mêlés à tout ça. Exactement. Trop tard. Les militants anti-avortement Pavel et Tomek continuent de se battre pour les enfants à naître, motivés par une foi inébranlable. Dès qu'ils passent devant une église, les deux hommes font un signe de croix. Madame Lempart leur a donné un délai de 3 mois. À qui?
Au gouvernement, pour qu'il change le verdict. À cause des avortements, 50 millions de personnes sont tuées chaque année. C'est autant de victimes que pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en un an. Les activistes parlent d'amas de cellules pour débattre sans état d'âme. Mais il s'agit d'un fœtus, et ils le déshumanisent. D'après eux, l'interdiction de l'avortement entrave la liberté sexuelle et l'épanouissement personnel. Pas voyons. Le pire, c'est que beaucoup de gens soutiennent la grève des femmes sans trop comprendre dans quoi ils s'engagent. Ils croient que Madame Lempart est la seule à voir le problème des bébés malades. Mais c'est faux. L'Église catholique vient en aide aux femmes, avec des foyers pour mères célibataires. Elle travaille avec l'État pour ouvrir des hospices. Les manifestants pensent qu'on les attaque et qu'on leur enlève leurs droits. C'est ce que Madame Lempart martèle sans arrêt. Aujourd'hui, Pavel et Tomek ont organisé un rassemblement. Viens, Sévère. Ils redoutent des affrontements violents avec des militants pro-avortement. Ils ont donc demandé une autorisation officielle, afin de pouvoir jouir pleinement de leur droit de manifester et d'une protection policière. On est devant l'Institut de gynécologie de Łódź, où travaillent des médecins incroyables. Ils sauvent la vie de nombreux enfants et de nombreuses mères. Malheureusement, des atrocités ont également lieu ici, car on y pratique des avortements. Nous manifestons devant l'hôpital pour que les gens réalisent ce qui se passe. Lors de rassemblements comme celui-ci, des associations pro-vie fournissent les pancartes, les banderoles et les porte-voix. Peu de gens savent à quoi ressemble vraiment un avortement. Des femmes enceintes de 6 voire 7 mois viennent à l'hôpital. Un médecin déclenche des contractions. Dans ce genre de cas, un bébé sur 6 naît vivant. Ce sont des nouveau-nés qui pleurent et crient, parfois pendant 2 heures avant de mourir. Le rassemblement ne suscite que peu d'intérêt. Seul le militant pro-avortement Marcin Maziasz vient à leur rencontre. Il veut intenter une action contre eux pour avoir exhibé des photos de fœtus décédés. Vous vous ennuyez? Pas du tout, on est là pour défendre la vie. La grève des femmes en a fait un sujet d'actualité. Je vois que vous les soutenez. Bien sûr. N'oublions pas à quoi ressemble vraiment un avortement. L'avortement est parfois nécessaire. Allez donc vous renseigner sur les malformations fétales. Marcin Maziasz est outré par l'usage trompeur de ces photos. Selon lui, elles ne reflètent pas les pratiques actuelles et ne servent qu'à choquer le grand public. J'aimerais signaler un délit. J'aimerais que ma demande soit consignée par écrit. Le défenseur du droit à l'IVG dépose une plainte auprès des agents de police. Il n'a aucune chance de gagner contre les avocats des associations anti-avortement. Mais son but est de pointer du doigt le problème posé par ces photos lors d'un procès. On se reverra au tribunal. Bonne chance. Notre action est entièrement légale. Comme vous pouvez le voir, M. Maziasz est venu exprès pour pouvoir dire qu'il s'est senti agressé par notre manifestation. Il a signalé l'incident et maintenant, il s'en va. Ce genre d'action n'est pas rare en Pologne. Elles sont généralement soutenues par des associations chrétiennes. Inga souhaite donner de ses nouvelles à Ursula Bertin, qui est à la tête de Ciocia Bacia. C'est grâce à elle qu'Inga a pu obtenir une IVG. Salut! Je suis contente de te voir. Je t'avais promis de t'appeler, alors voilà. Tout s'est bien passé pour nous. Ursula Bertin défend le droit des femmes à l'autodétermination depuis des années. C'est elle qui a répondu à mon tout premier appel. Je n'oublierai jamais sa voix. Comment tu vas?
Ici, c'est le chaos. L'ambiance est très tendue. Konrad et moi, on est allés à la manif. C'était extrêmement dur pour moi. J'ai vu, oui. Je n'ose même pas imaginer. En comparaison, l'Allemagne est un vrai paradis. Oui, ce sont deux mondes opposés. Mais c'est génial que tu sois là pour nous aider. On a encore du pain sur la planche. Beaucoup de femmes nous ont contactés pour des IVG. Heureusement qu'on parle de plus en plus de nous dans la presse et à la télé. Ça leur donne du courage et elles osent venir. C'est une bonne chose. Les femmes ne devraient pas avoir à vivre cet enfer. C'est décidé. Inga va s'impliquer bénévolement auprès de cette organisation qui l'a aidée quand elle en avait le plus besoin. La Pologne est en pleine mutation. Bien que la plupart des Polonais soient toujours éduqués dans la religion catholique, 70% sont défavorables au durcissement de la loi sur l'avortement. Au contraire, ils réclament sa libéralisation, comme c'est déjà le cas dans la plupart des pays européens. Le verdict du tribunal constitutionnel en octobre dernier a attisé le conflit. Les militants anti-avortement se battent par tous les moyens possibles contre l'interruption volontaire de grossesse sous toutes ses formes. Dans la rue, les voitures passent à côté de photos de fœtus et des haut-parleurs diffusent des histoires d'enfants assassinés. Si Inga et Konrad retrouvent peu à peu la vie qu'ils menaient avant, la lutte pour le droit à l'avortement à laquelle ils participent désormais est loin d'être terminée en Pologne.